29 juin 2007, 29 juin 2023. Cela fait 16 ans que l'avion du Premier ministre Guillaume Soro a été bombardé à Bouaké. Aucune enquête n'a été menée à ce jour. Mais peu à peu, les langues se délient. Soumaoro Kando était adjudant au GATL au moment des faits. Il faisait partie des membres de l'équipage du Fokker F-100 qui transportait le Premier ministre et sa suite. Aujourd'hui à la retraite, il nous dit ce qu'il croit savoir sur cet attentat. J'étais adjudant au GATL et j'étais chef d'escale aérienne militaire. Et j'étais chargé de coordonner tous les vols à l'armée de l'air. Donc, le jour-là, je ne devais même pas aller en mission parce que c'était une mission ordinaire. Et j'avais déjà désigné un agent qui s'appelle Agbé Jean-Claude. Au fur et à mesure, j'ai été informé qu'il y aura des échanges avec l'ONUCI à Bouaké parce qu'il devait avoir la flamme de la paix. Donc, je devais aller discuter avec les gens qui occupaient l'aire d'atterrissage à l'aéroport de Bouaké. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ce jour-là dans le vol. On était à l'embarquement. Quand j'ai été désigné pour aller à Bouaké, j'ai vu à l'intérieur que tous les hommes et les femmes, les journalistes et les hommes de sécurité étaient déjà à bord de l'avion. Quand je suis monté, j'ai vu que les journalistes étaient au premier plan. Et j'ai dit aux journalistes, bon, normalement les journalistes ne doivent pas être assis là. Cette place où vous êtes, c'est réservé aux hommes de sécurité. Bon, il y a eu un peu d'échange avec moi. Ils ont dit que habituellement, ils voyagent comme ça, que quand ils montent, ils s'asseyent où ils veulent. J'ai dit non. Chacun a un rôle à jouer à bord. Donc, ce jour-là, j'ai imposé que les journalistes aillent à l'arrière et que les hommes de sécurité soient à leur place. Et j'ai dit au commandant de bord qu'on est prêt. Et c'est comme ça que nous sommes embarqués pour aller à Bouaké. Quand on était en l'air, j'ai aidé les mécaniciens et le AK. Le AK, lui, il donne à manger à bord. Donc, étant donné que le vol était court, bon, il ne peut pas servir à lui seul tout le monde. Donc, j'ai aidé les mécaniciens, le AK, à servir les gens. Moi, j'étais assis au deuxième salon avec le protocole. Et il y a un des protocoles qui m'a dit que lui, il a apprécié le plat qu'on a eu à servir à bord. Et il voulait qu'à l'arrivée, je prenne mon plat pour lui apporter. C'est quand je me suis levé pour apporter le plat que j'ai entendu une grosse détonation. On venait d'être attaqué. Bon, j'ai déjà expliqué à maintes reprises parce que tant que les gens ne tirent pas sur le réservoir, il ne peut pas exploser un coup. Parce que si ce jour-là, les gens, ils savaient, s'ils voulaient faire exploser cet avion, ils tiraient sur le réservoir et toutes les portes allaient se bloquer en même temps. Et on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas ouvrir et on ne pouvait pas sortir. Et c'est en ce moment-là qu'ils peuvent avoir du feu à l'arrière et comme il y a un plein de carburant, il allait avoir explosion. Mais quand on a eu le premier coup, il y a eu un deuxième coup. J'ai vu que j'ai eu une étincelle au crâne. Donc, j'ai avancé.
Quand je me suis avancé, j'ai trouvé que le mécanicien était en sang. Et c'est là que j'ai escaladé ceux qui étaient au sol là pour aller ouvrir la portière de l'avion. Parce que si on ne l'avait pas fait et que les gens voulaient vraiment attenter à la vie de nous tous, ils pouvaient encore faire un autre type. Mais si la portière est ouverte, il ne peut plus y avoir de blocage. Donc, j'ai ouvert et je suis reparti aussitôt à ma place. Non, moi, quand je m'assois, s'ils voulaient vraiment faire exploser cet avion-là, ils avaient toutes les chances de faire exploser l'avion. Mais je me suis dit qu'ils visaient le Premier ministre. Ils visaient le Premier ministre en ce sens que leur premier tir était vers le premier salon. Mais comme l'avion était toujours en marche, ils n'ont pas pu atteindre le premier salon et ils ont tenté encore un deuxième tir qui est venu directement où on était assis. Et c'est pendant ce tir-là que les protocoles ont été atteints. Parce que celui qui était assis à côté de moi a eu la tête décapitée. Non, on n'avait pas de problème de météo ce jour-là. Au moment où on atterrissait, il y avait un avion de l'ONUCI qui avait bloqué le passage à l'arrivée. Donc le commandant de bord était obligé de tourner pour atterrir dans le sens inverse. Parce qu'il voulait obliger l'avion à atterrir là, parce qu'il savait exactement où le Premier ministre était assis. Donc, l'avion de l'ONUCI avait occupé l'espace où on devait tracer. Donc, le commandant de bord, étant en l'air, a vu ça, allait faire un tour pour venir atterrir dans le sens inverse. On l'a vu. Dès qu'on a atterri, ce même avion de l'ONUCI a mis le moteur en marche et puis il est parti. Moi, je suis clair et net. L'avion de l'ONUCI a occupé ce point-là pour que ceux qui devaient attaquer soient à l'aise pour opérer. Bon, moi, je dis que je ne comprends pas comment j'ai pu échapper. On doit rendre gloire à Dieu. Hein? Et effectivement, si les gens avaient tiré sur le réservoir, il n'y aurait aucun survivant. Aucun. C'est en ce moment-là qu'on a vu que nous sommes tous identiques. Les gens étaient apeurés et quand on leur dit même asseyez-vous, ils n'arrivaient pas parce que tout le monde cherchait à sortir parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'au début, ils pensaient qu'on avait été attaqué de l'intérieur. Et donc, imaginez-vous un peu. Parce que j'ai vu le jour là que l'homme est vraiment... Enfin, on n'arrive pas à maîtriser nos peurs. On n'arrive pas à maîtriser nos peurs. Moi, j'ai toujours gardé mon sang-froid en toute occasion. On était à Abidjan. On ne partait jamais à Bouaké. Et ça a été le premier vol même officiel où on est allé à Bouaké. Et quand on est arrivé là-bas, si on est attaqué, nous, on se met où? On ne peut pas être là-bas parce que c'était une zone qui était réservée aux rebelles. Et nous, déjà, entre les rebelles et nous, il n'y avait aucune entente en ce moment-là. Nous sommes allés en mission avec le Premier ministre qui a été nommé par le président. Mais si on estime que le même avion-là, il peut partir à Abidjan, mais nous, on va avec Abidjan. On partait avec ça pour chercher à le remettre en état. Étant donné que Bouaké était une zone de guerre, nous, on savait qu'il n'y avait aucune assurance
Donc, si on le garde là, ils vont faire l'expertise, à quoi l'expertise va aboutir. Donc, on savait qu'on n'aurait absolument rien. Donc, il était encore mieux de prendre l'avion en état et puis de retourner à Abidjan. Est-ce qu'il y a eu un événement en Côte d'Ivoire où on a eu déjà à mener une enquête? Et puis, même si on a eu à déplacer cet avion-là, l'enquête, on peut toujours la faire. On peut la faire. L'avion est là. Il a changé uniquement d'emplacement. Si on nous a attaqué à Bouaké et qu'ils n'ont pas pu attraper un seul assaillant à Bouaké, mais je ne sais pas à quoi va aboutir une enquête. Parce qu'un avion, quand il doit atterrir avec le premier ministre en son temps, qui avait pour base Bouaké, et les hommes arrivent à s'infiltrer et puis ils nous attaquent. Je n'étais plus à bord, étant donné que j'avais été atteint au crâne. On m'avait pris de force pour m'envoyer à l'hôpital à Bouaké. Et après, on s'est retrouvé à Yamoussoukro avec les Alain de Bourron, les choses. Donc, le vol retour, je n'étais pas avec eux, mais le commandant de bord, quand je suis arrivé à Abidjan, il m'a dit qu'ils ont volé à Basse-Altitude pour aller à Abidjan. Aujourd'hui, je me demande si on est encore en Côte d'Ivoire, parce que si au temps du Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny à son temps, s'il y avait eu un tel événement, chaque année, on allait en parler. Chaque année, il y a eu une cérémonie. Depuis qu'il y a eu l'attentat, l'État de Côte d'Ivoire ne s'est jamais préoccupé de ça. On me pose la question si ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire même qui est le commanditaire. Parce que en son temps, j'étais quand même chargé de faire les coordinations des missions avec l'ONUCI. Donc, j'échangeais beaucoup avec l'ONUCI et j'échangeais beaucoup avec les gens même qui étaient de l'autre côté, par l'intermédiaire de nos amis qui étaient allés déjà. Avant, j'étais adjudant au GATL. Maintenant, j'ai été élu, j'ai représenté quand même le pays à certaines occasions. Et je me demande si nous sommes dans le pays du Houphouët-Boigny. Parce qu'un attentat avec le Premier ministre de la République à bord, on n'en a jamais parlé officiellement. L'État de Côte d'Ivoire n'en a jamais parlé. Je me demande à qui a profité cet attentat. Avec le temps, je dis, et je prends cette responsabilité. J'ai dit que le problème qui oppose aujourd'hui le président Soro à Alassane a des sources très lointaines. Parce que c'est le président Alassane aujourd'hui qui devait quand même tout faire pour que cet attentat-là soit un événement en Côte d'Ivoire. Parce qu'en son temps, c'était sa nationalité ivoirienne que tout le monde revendiquait pour qu'il soit candidat. Et il a été élu président de la République et aucun événement pour l'attentat de Focus. Aucune indemnisation, rien du tout, on n'en parle même pas. Ça, je me demande, je m'interroge. Nous faut-il, c'est quoi en fin de compte? J'étais au GATL, c'est moi qui coordonnais les vols avec l'ONUCI. Quand ils partaient en mission dans les zones rebelles, ils venaient le soir, on en parlait. Quand le président Soro a accepté d'être le premier ministre du président Laurent Gbagbo, il y a eu une crise au sein des forces nouvelles. Les gens ont crié même à la trahison. D'autres ont dit que si le président Soro accepte d'être premier ministre, alors qu'Alassane avait déjà été premier ministre, c'est dit que le Nord va avoir deux premiers ministres. Donc le président Soro peut dire aisément que
il n'est plus avec Alassane et que bon, le combat va être chaud. Donc, quand je regarde tout ça là, il me dit aujourd'hui que la crise que nous vivons a des sources très lointaines. Et ça, je prends la source pour le dire, et personne ne peut me dire le contraire parce qu'un attentat de ce genre-là doit être revendiqué au contraire de l'événement qui a eu lieu à Bobo, les 7 femmes qui ont été tuées, chaque année on en parle. Et pourquoi pas le Focus? Ça, je m'interroge. Je m'interroge, il faut que chaque Ivoirien s'interroge pourquoi on en parle. Parce que le président Soro était quand même le premier ministre de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui.